Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Doumbia S-Major, expert en communication politique et président du Congrès panafricain pour le renouveau. Abel Naki, président fondateur du CRI panafricain, et notre éditorialiste Alfred Chango. Place à l'économie. Les échanges commerciaux entre les pays membres de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest restent faibles. Cette situation s'explique par différents points que nous explique Idelet Mirabel-Bissou. Au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les échanges commerciaux inter-États se situent entre 15 et 20 milliards de dollars par an. Dans cet espace qui compte près de 300 millions de consommateurs, la Côte d'Ivoire se place en première position du commerce intra-régional avec 25% devant le Nigeria 23%, qui représente 60% de l'économie de la région. Les importations commerciales de la CEDEAO s'élèvent annuellement entre 100 et 150 milliards de dollars. Pourtant, les importations entre États de l'espace ne représentent qu'environ 10%, soit entre 10 et 20 milliards de dollars par an. C'est faible. Des chiffres certes encourageants, mais qui restent relativement faibles selon des spécialistes. Cette situation s'explique par ailleurs par la focalisation des États sur les produits d'exportation, alors que le secteur privé agricole et industriel pourvoyeur de débouchés devrait davantage être accompagné pour alimenter le marché régional. Ce qu'on constate, c'est qu'en Afrique de l'Ouest notamment, les pays ont tendance à davantage importer qu'à exporter. C'est ça qui entraîne donc une balance courante qui est déficitaire. Cela veut dire qu'il y a des ressources importantes qui quittent la sous-région pour enrichir des producteurs étrangers. Les 15 pays de l'espace CEDEAO se sont fixés des objectifs d'autosuffisance alimentaire. Cependant, des lenteurs sont observées en ce qui concerne l'atteinte des résultats. À noter que la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'intégration et de développement en Afrique de l'Ouest restent essentiellement gérées par les pouvoirs publics et des institutions nationales et régionales. Alfred, le commerce intra-régional dans la CEDEAO représente environ 10%. Bon, par exemple, en Europe, ce même taux, c'est 65%. Pourquoi les échanges intra-régionaux, finalement, restent aussi bas alors qu'on martèle ce même message autour de l'intégration africaine ? C'est-à-dire qu'il y a une erreur à l'allumage des politiques justement d'intégration économique, commerciale et puis douanière, tarifaire dans la région. Qu'il y ait ce décalage entre les importations de produits étrangers et qui grèvent le budget justement à des pays créant des déficits et qu'on ne favorise pas justement les importations dans la région, ça montre effectivement qu'il y a là une erreur quelque part. Donc la faiblesse est justifiée justement par cette incapacité d'intégration régionale. C'est-à-dire au fond que si on met en application les règles de la CEDEAO, libre circulation des biens, des personnes, etc., on pourrait effectivement favoriser ces échanges entre les pays de la CEDEAO. Or, tel n'est pas le cas. Deuxièmement, il faut noter que ces dernières années, quand même, la CEDEAO a été marquée par des conflits importants qui ont empêché aussi qu'il y ait cette fluidité au niveau commercial, au niveau des échanges économiques au sein de la CEDEAO. Que c'est en train de se redresser progressivement. Et je pense aussi que l'une des erreurs, c'est de ne pas répertorier les produits qui peuvent justement être inscrits dans ce cadre-là justement de ces échanges sans qu'il y ait de la concurrence déloyale entre les États. On a évoqué la question de l'autosuffisance alimentaire. C'est des pays qui ont des terres qui sont extrêmement riches, qui peuvent produire de manière qualitative. Simplement, d'un pays à l'autre, ce n'est pas pareil. Mais est-ce que l'élimination de ces barrières douanières dont vous parliez à l'instant, ça suffira pour, en tout cas, accroître ce... C'est un levier. C'est un levier qui permettrait effectivement que ces échanges aient lieu. De l'autre côté, ce qu'il faut voir aussi, c'est la capacité, au fond, j'allais dire, le pouvoir d'achat à l'intérieur de cette zone-là. On a dit 300 millions d'habitants.
Et puis, il ne faut pas oublier que ces dernières années, il y a eu Ebola et tout ça dans un certain nombre de pays de la CEDEAO. Donc, il y a toute une série de freins qui ont fait que ces dernières années, ça n'a pas été aussi dynamique que ça. Donc, il faut modifier le logiciel politique et économique dans ce sens-là. Monsieur Doumbia, vous voyez, vous aussi, d'autres facteurs éventuellement qui expliqueraient ce faible taux d'échange intra-africain dans la CEDEAO? Oui, vous savez, la situation telle que présentée, c'est nous consommons ou nous échangeons entre nous 10 milliards, 10 à 20 milliards, et nous importons autour de 100 à 200 milliards. Donc 10%. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on importe? Est-ce que ce qu'on importe, on peut fabriquer chez nous? Non. Nous avons des problèmes. C'est qu'il n'y a pas une industrialisation de sorte que les besoins en produits dont nous avons besoin ne sont pas satisfaits. Donc il faut travailler pour avoir une industrie, pour avoir des structures de fabrication de ce dont nous avons besoin au niveau local pour pouvoir les échanger. Mais si nous ne produisons pas, qu'est-ce que nous allons vendre entre nous? L'autre aspect, c'est qu'il faut qu'au niveau de la CEDEAO même, nous ayons des politiques communes. Mais nous n'avons pas de politiques communes au niveau économique, au niveau même des finances, au niveau agricole. Mais tant qu'il n'y a pas de politique commune, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et donc, nous sommes à l'intérieur, je dirais plutôt de l'UEMOA, parce que la CEDEAO, c'est la structure politique, mais on parle de l'Union, l'UEMOA, à l'intérieur de l'UEMOA. Il n'y a pas que les ministres de l'économie et des finances s'asseyent régulièrement pour dire, écoutez... C'est une vision qui n'est pas appliquée sur le terrain. Et donc, ça donne une cacophonie, ça donne que la structure politique CEDEAO existe, mais elle n'a même pas un pouvoir exécutif. Donc, quand on met en place une intégration économique et politique, il faut donner les moyens de la politique à cette intégration. Donc, mettre en place une structure exécutive, mettre en place des politiques agricoles, financières et autres communes, de sorte que ceux qui sont en Côte d'Ivoire produisent certaines choses, que ceux qui sont au Mali ou au Sénégal ne produisent pas. Donc, il faut mettre un peu, je veux dire, de cohérence dans tout ça. Et c'est le manque de cohérence aussi qui fait que on voit qu'on ne consomme ou que 10% de ce dont on a besoin et le reste vient de l'extérieur. Monsieur Naki, c'est là le problème de la transformation finalement que soulève Monsieur Doumbia. Oui, c'est l'un des problèmes. Un facteur supplémentaire qui explique cette échec. C'est le problème principal de la transformation. Il a soulevé un autre... Et la monnaie. Et la monnaie, oui. Encore une fois. J'allais venir sur la monnaie. Effectivement, ce qu'il dit, c'est réel. C'est réel. Il faut que la CEDEAO, qui a déjà fait des avancées, il faut le dire, quand on regarde les tests de la CEDEAO, on se rend compte qu'il y a des avancées. Il y a le passeport de CEDEAO, donc les libres-échanges, donc on peut facilement se déplacer. Ça, c'est déjà bien. Mais il faut aller encore. C'est discutable. Parce que moi, je me promène beaucoup en Afrique. Chaque fois, je me fais raqueter par les policiers. Oui, il faut. Sur le terrain, il y a encore des ajustements à mettre. Sur le terrain, il y a encore des ajustements à faire. Mais bon, l'essentiel est déjà fait. Je pense qu'il faut faire l'inventaire de ce que nous produisons dans chaque pays. Il faut faire l'inventaire. Il a dit, je le répète, il faut faire l'inventaire pour qu'on sache effectivement de quoi avons-nous besoin. Et on peut... on ne le sait pas déjà, monsieur Naki? Quand on fait venir à Noël des petits poupées de la Chine, par exemple, à Noël, enfin, c'est du plastique, l'EVA, on le produit chez nous. Enfin, pour transformer l'EVA, fabriquer une petite poupée en plastique, ça on peut le faire. Pourquoi? Il faut faire l'inventaire. Il faut une volonté politique. C'est vrai qu'il y a l'appareil économique, il y a l'appareil politique. Il faut que les deux puissent réellement travailler ensemble. Chez lui, il faut dépasser cela aussi. Et il y a la monnaie. Et la monnaie. On ne va pas parler de la monnaie parce qu'on n'a pas le temps. Pour de temps, on va parler d'un autre chiffre, de notre chiffre du jour. Les transferts d'argent des migrants vers l'Afrique subsaharienne ont connu un repli de 6,1% en 2016. Ils sont passés donc à 33 milliards de dollars. En quelques mots, Alfred, ces chiffres, 33 milliards de dollars déjà, ça diminue. C'est une estimation, on ne peut pas forcément dire c'est combien, mais quand on voit que ça baisse ou quand on dit que ça baisse, est-ce que c'est inquiétant d'après vous?
Non, pas vraiment. C'est simplement que, oui, les migrants ou les immigrés qui vivent en Europe, à l'étranger, même en Afrique, subissent aussi les contre-coups des crises financières qui frappent le monde. Et évidemment, quand on a moins d'argent, on envoie moins aussi aux familles qui sont en Afrique. Ça se répercute. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les rares entreprises qui jouent l'intermédiation monétaire... Les transactions. Exactement. Ça sucre quand même un peu beaucoup. C'est beaucoup trop cher pour les Africains, effectivement. Mais après, il y a des systèmes parallèles qui sont mis en place entre Africains. Tout à fait, oui. Mais donc, il y a ce facteur-là qui joue beaucoup. Mais nous l'avons souvent dit ici, c'est-à-dire que 33 milliards, c'est énorme. Mais évidemment, ces 33 milliards ne sont pas injectés dans les économies africaines comme telles. Ça va assurer la suppléance simplement dans nos familles. C'est-à-dire que quand maman m'appelle de Kinshasa, qu'elle a besoin de ceci, je le lui envoie à elle. Elle va... Donc comment mieux donner une valeur ajoutée à cette manne financière qui est quand même colossale? C'est la question qui est posée, de dire au fond qu'il faut créer des structures sur place qui pourraient, ou alors une institution financière panafricaine qui pourrait, à partir de tous les lieux d'implantation des Africains en Europe, à l'étranger, servir d'intermédiation pour les transferts de ce fonds qui arriverait sur place là-bas et qui, avant d'arriver à destination, pourrait générer des intérêts. Et avec ces intérêts, on peut lancer des programmes de développement. Voilà. Pourquoi ? C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce vendredi sera consacré au Maracana, discipline que tente de vulgariser. Nous le verrons, les doubles championnes ivoiriennes d'Afrique 2016. Merci à nos invités. Doumbia S. Major, expert en communication politique. Et vous êtes également président du Congrès panafricain pour le renouveau. Merci. Merci également à Abel Naki d'avoir participé à notre émission. Vous êtes président fondateur du CRI panafricain. Merci. Merci. Et enfin, merci à notre cher éditorialiste Alfred Chango pour toutes ces précisions. Ravissement de vous retrouver autour de ce plateau et puis un bonheur de retrouver mes très chères téléspectatrices à qui je dis merci de leur accueil. Et merci bien évidemment à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.